58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nouvelle émission de 58 minutes. Ce soir, nous allons voyager grâce à Olivier Mahieu. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler d'Égypte. Pas toutes les chaînes de télévision en parlent. Mais souvent, ça fait partie de mes soirées préférées d'aller écouter quelques chaînes de télévision. Il y en a même certaines qui sont un peu spécialisées dans le domaine. Je suis passionné de l'Égypte, oui et non, mais un petit peu parce que là où j'ai mon activité professionnelle, en Dordogne, il y a une villa gallo-romaine. D'accord. Bon, c'est pas l'Égypte, ouais. mais déjà c'est voilà. Un peu dans le même sens. Alors l'Égypte aujourd'hui encore, tiens, je regardais une émission et ils avaient fait à ces Égyptiens, on va parler de vous, hein, mais ils avaient fait, ça s'appelait par rapport au Nil et aux crues du Nil, une échelle quand il y avait des crues. Exactement, et qui est à Koumombo. Ça s'appelle... il y a un nilomètre. Un nilomètre, merci Olivier. Alors vous êtes de Coutras, vous êtes un spécialiste de l'Égypte, vous avez été guide. Comment ça vous est venu un petit peu l'idée, dites-nous, c'est un peu le hasard, hein. On est en fac, on voit une annonce, ça se passait comme ça, hein, c'est pas comme maintenant. Et à partir de là, j'ai répondu à cette annonce, et puis voilà, on m'a demandé de monter à Paris. Et je m'intéressais particulièrement à l'histoire, à la géographie, à beaucoup de choses. Et là, on m'a dit, vous partez, voilà, c'était le 3 décembre. Vous saviez quand même où vous partiez? Non, justement, je ne savais même pas. On m'avait dit que c'était un pays, voilà, c'est une agence de voyage. Et on m'a dit, il faudra accompagner 16 personnes. Donc, vous partez en Égypte le 24 décembre. Non, c'était le 27 décembre, pardon, c'était après Noël. Une découverte pour vous? Ah, complètement, parce que je n'avais fait que la France et un peu d'Europe. Mais je n'avais pas fait du tout l'Égypte. Et en plus, je ne savais pas ce qui allait m'attendre, parce qu'au niveau organisation, c'était quelque chose. Ça donnait naissance d'ailleurs au livre, parce qu'il fallait vraiment raconter... Mesdames, messieurs, bienvenue. On le trouve encore, voilà, le livre est actuellement... Alors à Coutras, les chanceux qui sont de Coutras vont le trouver à l'espace Leclerc, à Intermarché et dans les bons magasins de Coutras. Mais sinon c'est sur Amazon, c'est dans les Fnac encore, mais beaucoup Amazon. En numéro 1, c'est Amazon. Voilà. Et ça, ce bouquin, vous l'avez écrit à vos débuts non, pas du tout. Je prenais des notes, c'est après, voilà. Et combien de temps après bien une quinzaine d'années après. J'ai pris le temps parce que j'ai écrit d'abord La vie suspendue, le premier qui a très bien marché, voilà. La vie suspendue qui est sorti en 98, et c'est ça qui m'a fait que j'ai pu enchaîner sur différents livres, dont le dernier c'est Chocolatine, l'histoire de Coutras, on en reparlera vite fait. Mais en fait, donc sur les gîtes, c'est venu après avec des notes, et on m'a dit, vu que tu as fait La vie suspendue, il faut que tu parles effectivement de cette période sur l'Égypte. Alors pourquoi ce goût de l'Égypte? C'est le flash en arrivant. Je pense que tout le monde qui va en Égypte, on a un moment où on a un flash parce qu'on est dans un film. On rentre dans le cinéma, je veux dire très rapidement. Bon, pas quand on arrive pour la première vue aux pyramides, parce qu'on traverse le Caire, et c'est une ville, c'est un urbanisme énorme. À l'époque, le Caire avait 7 à 8 millions d'habitants, mais aujourd'hui, il en a 25 millions d'habitants. D'accord. Ce pays a 100 millions d'habitants, c'est le pays le plus grand de tous les pays arabes. Et c'est vrai, quand on arrive sur place dans les pyramides, on voit encore des maisons et tout ça tout près. On n'imagine pas les vues qu'on a derrière dans les, dans les photos, où on voit les pyramides vues du désert, mais elles sont prises derrière, en fait. D'accord. Et ça, c'est un petit peu décevant. Et alors après, la magie commence. Une fois qu'on a vu les pyramides derrière, qu'on a fait le tour de ces 3 grandes pyramides, qui sont Képhren, Khéops et Mykérinos, qu'on a vu le Sphinx, ça y est, on est parti. Il suffit d'enchaîner après sur une croisière sur la Haute-Égypte. Et là, je dis, c'est le cinéma, c'est des scènes extraordinaires. On revient des siècles en arrière. Et même à l'époque des pharaons, par moment, on n'a pas imaginé. On se trouve face à un défilé de temples extraordinaires. Il suffit de lever les yeux en Égypte. Oui. Pour voir. En Grèce, on imagine, on a des ruines. Est-ce qu'il faut circuler beaucoup pour voir certaines choses? Oui, il faut circuler, mais enfin, c'est assez proche quand même du Nil. À partir du bateau, ou même d'un car, si on fait un circuit terrestre, on est rapidement sur les sites.
Donc, il y a des temples, je veux dire, tous les 10 kilomètres, il y a des temples. Mais les temples importants sont espacés, qui sont les plus intéressants d'à peu près 50 kilomètres, 50-60 kilomètres. D'accord. Alors, on ne peut pas parler d'Égypte sans parler du Nil. Tout à fait, qui est lui-même source de vie. Et c'est ce que disaient les anciens Égyptiens, en fait. C'est que... Et il a servi à beaucoup de choses. Et voilà. C'était l'autoroute. Irrigué d'une place, et ensuite c'est la source de vie. Donc ça, ils l'ont compris dès le départ, hein, c'est évident, parce que cette civilisation égyptienne, de l'ancienne Égypte, je parle aussi de l'Égypte d'aujourd'hui, mais je parle d'abord de l'ancienne Égypte, c'est évident qu'elle n'a pas été là comme ça pendant plus de 30 siècles sur place. Elle était liée complètement au Nil et à l'environnement. C'est là où cette civilisation est peut-être différente de beaucoup d'autres, c'est que tous les dieux, tout l'environnement au niveau de l'Égypte, la base même du terrain, des déserts, du Nil, de tout ça, faisait partie de cette civilisation. Il y a toujours des mystères. Il y a énormément de mystères et c'est pas fini. Oui. On estime qu'on a fait peut-être que le 10e ou le 20e au niveau recherche actuellement. 10e, 20e. 10e, 20e, oui, 2%. Sur l'ensemble, parce qu'on a découvert à peu près on était à peut-être 100 000, 140 000 tombes, je crois, mais il en reste encore. Ça a duré 30 siècles. Et c'est quand même un peuple qui était tout de même assez nombreux, entre 2 et 4 millions de personnes, suivant les chiffres, suivant les égyptologues, suivant... Ça reste des hypothèses, mais il y a énormément de choses qui restent à découvrir, parce que ça s'est pas arrêté comme ça. Ça a mis du temps. À l'époque, on peut dire d'Alexandre le Grand, et puis après l'époque ptolémaïque. Et petit à petit, au cours de centaines d'années, la civilisation égyptienne va disparaître et va prendre sa place, donc les Grecs et d'autres civilisations, bien sûr. Mais on a laissé pendant des dizaines de siècles, il a fallu l'expédition de Napoléon et Champollion surtout, pour pouvoir réveiller cette ancienne Égypte. Et c'est grâce aux Français, donc, finalement. Olivier Mailleul, si je peux me permettre, vous êtes une encyclopédie. J'ai pas envie de vous couper, hein, parce que là, je suis à l'arrêt, quoi. Hein, je vous écoute. Bon, c'est fabuleux. Vous avez une connaissance incroyable par rapport à Vous parliez d'un moment, on craque. En Égypte, on craque à un moment, je veux dire, parce que j'ai encore fait un voyage il y a un mois à peine. Je suis rentré il y a un peu plus d'un mois avec des amis. Et il y en avait qui n'avaient pas été en Égypte, certains l'avaient fait déjà depuis 4-5 fois et sont revenus. Mais ceux qui sont pour la première fois allés en Égypte m'ont dit au bout d'un moment, mais ça y est, je suis complètement décroché, je suis dans le cinéma. Qu'est-ce qui est envoûtant? Essayez. Ce qui est envoûtant, c'est ce lien avec cette civilisation, ces constructions fabuleuses. Hein, comme je vous dis, il suffit de les regarder, il suffit de les... Entouré encore on est entouré, de mystères quand même. De mystères, pour la construction. Mais on ressent, parce que c'est des dieux à l'échelle humaine, c'est des hommes et des femmes qui nous ressemblent, qui ont l'air maintenant, je veux dire, extrêmement présents avec les dieux. Et c'est assez rare dans une religion qu'on voit autant d'hommes et de femmes aux côtés des dieux. L'ensemble, je montre sur un petit graphique ici, c'est une légende complète. Donc voilà les légendes qui font partie d'un environnement. On voit à la base, en bas, donc ici, le Nil. Vous parlez ici au centre, hein, voilà. Et de chaque côté, on voit les montagnes, on voit les constructions qui ont été faites, donc qui ont été construites. Et elles n'ont pas été construites complètement par hasard. Hein. Les pyramides d'un côté, les temples d'adoration de l'autre, les pyramides... je me trompe là. Alors ça, c'est les pyramides. C'est inversé, non, c'est pas grave. Ça y est, bref, on voit bien les pyramides d'un côté, voilà. Et on a tous ces dieux et toutes ces déesses qui sont tout autour, jusque dans l'univers, qui est le ciel en haut, et qui forment un ensemble de légendes, un ensemble de familles. Il y avait en Égypte plus de 1000 dieux, parce qu'il y avait des dieux aussi locaux. Par exemple, des Horus, il y en a des dizaines de dieux différents et qui sont aussi, outre le Horus, il y avait des dieux qui étaient des dieux locaux. Et ce que j'ai voulu montrer par ce graphique, ce que j'ai fait, c'est à partir de mes discours, de mes recherches, du guidage aussi que j'ai fait après, parce qu'au départ, j'étais accompagnateur. Hein. Je suis devenu guide ensuite. Et à partir de là, en Égypte. Je faisais des voyages par la suite, on y reviendra sur d'autres pays. Mais je passais... du mois de septembre, où climatiquement c'est supportable, enfin entre guillemets, il fait encore 40-45 degrés. Je passais en Égypte, j'arrivais en septembre, et je repartais début juin, parce qu'après on monte à 45-50, dans le sud de l'Égypte, c'est invivable. Hein. Donc à partir de là,
je veux dire, j'ai pu constituer ça parce que je trouvais que c'était à l'époque assez fouillu, assez difficile, c'était pas assez clair. Il fallait mettre sur le papier quelque chose de manière à ce que mes clients, les touristes sur place, puissent mieux comprendre, tout en lisant parallèlement, bien évidemment, mais comprendre cette civilisation qui est, donc, je vais dire, de l'environnement qui est lié à cette Égypte. C'est pour ça qu'on s'y attache. C'est parce que le dieu crocodile, par exemple, il existe. Le dieu faucon qu'on parlait à l'instant, c'est le faucon et il est dans les déserts sur place. Il y a les dieux, il y a les chats, il y a les dieux chiens, il y a les singes, il y a tous les animaux, tous les êtres humains, tout ça faisait partie de cet environnement. Est-ce qu'il y a une explication à tout ça, à tous ces dieux? Parce est-ce qu'il y a eu d'autres civilisations qui pourraient ressembler à celle-ci, avec, vous m'avez dit, 1000 dieux. Bon, oui, un millier paraît, à peu près de dieux, effectivement. Je connais on pas rencontre toutes les civilisations. Pas ça ailleurs. Voilà, exactement. Et c'est surtout très accessible, je trouve, qu'une fois qu'on a percé le mystère des légendes, qu'on a bien compris la rive des vivants, la rive des morts, le trajet au-dessus du soleil, il n'y a pas que 12 mois, il y a les 12 heures du soleil qui vont de la naissance jusqu'à la rive de la mort. Et à chaque fois, la civilisation, on le voit ici en haut avec le moins 3000, parce que ça commence à peu près à moins 3000, moins 4000 avant Jésus-Christ. Pour l'instant, c'est ça, mais maintenant, on parle même de plus loin, peut-être moins 5000. Et là, on voit donc la naissance en Égypte, les anciens empires, au centre où le soleil est au summum de la carte. Là, c'est le nouvel empire, donc les Ramsès, Toutankhamon. Vous voyez, on les a ici. Et ensuite, c'est un peu comme une naissance en bas de l'autre côté, l'adolescence, l'âge adulte pour l'être humain. Ici, c'est la maturité, 30, 40, 50 ans. Hein. Et puis petit à petit, la vieillesse. Et là, on va vers la mort, dont la rive des morts, qui est de ce côté. Hein, qui, vous voyez, qui est donc dans les tombeaux, etc. Et qui commence par les pyramides. On va en reparler tout à l'heure. Les pyramides, c'est un schéma, ça a vraiment suivi pendant des milliers d'années, mais il y a eu une progression d'architecture qui a été de plus en plus aboutie. Pour les gens plus ou moins lambda, l'Égypte, ce sont les pyramides. Alors, c'est bien sûr, c'est les pyramides. Ça commence par les mastabas. Les pyramides, on identifie avec par les pyramides. On les identifie aussi étant gamins par Isis, Osiris et tout ce mystère qui est à côté de toutes ces légendes. Et on aussi, par le Nil, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, qui devait être dompté. C'est pour ça que même le Nil actuellement, ce barrage d'Assouan, qui est donc derrière, tout à fait dans le sud, permet de récupérer derrière 500 km d'eau jusque dans le Soudan. Et ils se battent, les Égyptiens. On le voit actuellement avec l'Éthiopie, parce qu'eux aussi veulent faire un barrage. Les Égyptiens ont peur de ne pas avoir assez d'eau ou qu'il y ait des changements vis-à-vis du rythme du Nil. Et ils ont dompté, donc l'Égypte moderne a dompté la crue. Les anciens Égyptiens ne pouvaient pas avoir évidemment ce niveau pour faire des barrages, etc. Mais tout de même, ils ont laissé par contre la crue, eux aller sur les côtés, dans les déserts, on a vu, de chaque côté du Nil, qui est très proche, le désert est proche. La vallée du Nil fait par endroits que 1 ou 2 km, et à d'autres endroits 40 km. Donc elle s'étale, elle revient, elle n'est pas finalement très large. L'Égypte, c'est quand même le double de la France. Donc c'est plus d'1 million de kilomètres carrés de surface, et 97% du territoire, c'est du désert. Alors ce Nil, c'est un petit peu... qui connaît un peu la Dordogne, mais on est loin de l'Égypte. Mais c'est vrai, sur la Dordogne, il y a à un moment donné, toute l'activité passée par la Dordogne. Le Nil, c'est exactement pareil. Exactement. Les constructions n'auraient pas pu être réalisées sans le Nil. C'est évident. J'ai vu aujourd'hui, du reste, je ne savais pas trop, comment on pouvait transporter ces blocs de pierre, qui étaient ils avaient compris. J'ai vu, ils ont montré aujourd'hui un exemple des chevrons en longueur, 4-5 chevrons, des rondins en travers, on posait les blocs dessus et on faisait rouler. Et on faisait par des animaux, les hommes, par les animaux, des distances, les hommes, étant donné que... Bon, il fallait y penser. Exactement, il fallait faire sauter aussi les carrières de granit, donc on savait qu'on pouvait faire des trous, ils faisaient des trous. Ils se sont rendus compte qu'avec la chaleur, simplement avec le bois d'eucalyptus dedans, des grosses cales, pas des petites cales, des grosses cales qu'ils mettaient dans ces trous, avec la chaleur, ils faisaient chauffer tout autour donc la roche, et ça explosait, ça claquait, et en mettant des cales bien alignées à une certaine distance, avec le temps, ils se sont rendus compte comme ça qu'ils pouvaient faire ça sur des dizaines de mètres, et donc faire des obélisques
ou des colonnades ou autres, et transporter des colonnes par exemple de 500, 700, 800 tonnes. C'est énorme. C'est énorme. Oui, beaucoup de temps. Voilà, oui. Il faut beaucoup de temps. C'est sûr. Quand on pense à une pyramide. Quand même, c'est surprenant, quoi. Ces connaissances qu'ils ont eues, je trouve ça surprenant. Voilà, je vais en rester à ce mot-là. Bien sûr, mais il faut quand même rester sur l'idée quand même de ces 31 siècles. Oui, Lionel, c'est-à-dire, si vous voulez, Lionel, il y a une progression, il y a d'abord l'écriture, il y a aussi un affinement petit à petit de tous ces dieux que je viens de parler, mais ça s'est pas fait comme ça, là je parle des 1000, c'est plutôt au summum de la civilisation, au départ c'était pas ça. C'est ensuite une grande civilisation qui pouvait aussi se servir en se déplaçant. On parle vers les Hittites, on parle de toutes ces incursions vers l'Est, certainement vers l'Afrique, peut-être des contacts beaucoup plus loin, vu qu'on évoque une navigation, vu la barque solaire qu'on a trouvée près de Khéops, qui aurait été possible, pourquoi pas, y compris jusqu'aux Amériques. Certains égyptologues osent évoquer ça, qu'ils auraient navigué, tout au moins sur la Méditerranée, ça c'est sûr. Est-ce que c'était des combattants, les Égyptiens? Oui. Particulièrement sous l'époque des Ramsès, mais même de d'autres pharaons. Des conquérants même. Conquérants, on peut dire oui, sous le Nouvel Empire, oui. Mais davantage, justement, je voulais revenir, c'est puisant une certaine science aussi ailleurs pour la ramener chez eux et évoluer petit à petit. Je pense au niveau de l'or, au niveau des métaux précieux, au niveau de beaucoup de choses. Et se servant, si on peut dire, de tout ça, d'échanges, de commerce. On le voit par exemple très très bien dans le temple d'Hatchepsout, de tout ce qui pouvait être échangé avec d'autres civilisations proches. C'est passionnant. C'est passionnant. Et ça le restera très longtemps parce que je vous dis, il y a encore un travail énorme de recherche et de fouille sur place. Alors vous avez été guide combien de temps en Alors j'ai Égypte? été guide sur l'Égypte pendant une douzaine d'années, mais avec des allers-retours. Attention, non, guide pas au départ. J'étais accompagnateur. Oui, c'est ce que vous nous l'avez dit. Petit, lorsque je me suis rendu compte que les guides n'étaient pas au niveau à l'époque, il n'y avait pas une école à l'époque sur place, en Égypte et au Caire, c'était le problème. On avait des guides qui n'étaient pas, et là j'en parle beaucoup dans le livre, on en rigole, mais enfin à l'époque j'en rigolais moins, parce que c'était pas très simple. J'avais quand même beaucoup d'enseignants, beaucoup de chercheurs qui venaient sur mes voyages. À cette époque, c'était un tourisme un peu élitiste, haut de gamme, et c'est vrai que c'était décevant d'avoir des guides qui n'étaient pas à niveau. Alors au bout d'un moment, après avoir appris l'arabe, d'abord, je commençais par ça, pour pouvoir mieux m'intégrer en Égypte. Donc je parle arabe couramment. J'ai ensuite fait l'histoire, j'ai commencé à prendre des cours au Louvre, à beaucoup me documenter, à croiser énormément d'égyptologues sur place. Dès que je voyais un égyptologue, anglais, américain, français, il y avait beaucoup de Français sur place, et j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires qui m'ont donné beaucoup d'informations. Et après, il suffisait de les partager, de bien étudier la fonction d'un temple, ce qu'étaient les pyramides, etc., au niveau histoire, pour pouvoir petit à petit guider. Alors, ça a été toléré, parce que normalement, il aurait fallu que j'ai évidemment mon diplôme de guide et que je sois égyptien pour guider, ce qui était normal. Et là, effectivement, avec des pourboires sur place, et ça, je finissais aussi par avoir les connaissances. Est-ce que vous étiez alors guide indépendant Non, j'appartenais à une société et des réceptifs qu'on appelle. Pourboire. Voilà, le pourboire, c'était pour donner à des policiers, pour éviter que je me retrouve arrêté sur place. Éventuellement, parce que, ben oui, c'était très... On sort de l'époque, on était dans l'époque Sadat, là. On est dans une époque militaire. Ça n'a pas beaucoup changé, mais enfin, c'est autre chose maintenant. On ne va pas trop y revenir là-dessus, parce que ça dure une autre émission. Voilà, mais c'est autre chose. Mais effectivement, c'est une époque assez autoritaire et le nationalisme est important. D'où le fait qu'on m'a demandé si je voulais continuer d'être égyptien sur place. J'allais vous poser la question. Et après, est-ce que c'était dangereux ? Dangereux, non, je ne vais pas dire ça, parce que j'apportais beaucoup de tourisme. Donc, vous voulez dire au niveau d'être guide Non, comme j'apportais beaucoup de touristes... Pourtant, il y a eu quelques affaires quand même, des gens enlevés... Il y a des affaires dans ces dernières dizaines d'années, ces vingtaines d'années, oui, ça a sérieusement changé vis-à-vis de beaucoup de choses comme ça. Mais là, à partir du moment où les guides, il y a eu l'école de guide, à la fin des années, milieu des années 80 et fin 80, là, j'ai arrêté de guider, parce qu'ils étaient à niveau... là, j'ai eu un guide excellent en ce moment. Il n'y a plus de problème de ce côté-là. C'est très clair. Mais à cette époque, c'était pour sauver ma clientèle. Donc, je travaillais pour Jet Tour, je travaillais pour Kioni, je travaillais pour des très grandes sociétés, à la fin Selectour, etc. Donc, je ne voulais pas me permettre d'avoir... Il fallait un guide
de bon niveau pour un pays comme ça, pour cette civilisation-là. On était obligé. C'est un pays très touristique. On sait... Extrêmement. Bon, je ne suis pas documenté, mais... Une vingtaine, entre chiffres... 15 et 20 millions de touristes, c'est monté jusqu'à 25 millions même. Actuellement, ça a baissé beaucoup. Annuel, hein. Annuel, voilà. Beaucoup de Français à une époque, 400-500 000 par an, c'était à l'époque. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Est-ce que c'est pas un petit peu trop ? Alors, c'était devenu, le problème, c'est que sur le Nil, il y avait 300 bateaux à l'époque, où à la fin, j'ai arrêté, là. Bien sûr que c'était trop, et bien sûr que c'est très mal, ça devenait très mal organisé. Enfin, le tourisme de masse, les bateaux les uns contre les autres, les cabines avec le bruit des moteurs, des générateurs à côté, c'était plus possible. La queue qu'il fallait faire pour passer à l'écluse d'Esna. Donc, ils ont doublé l'écluse, mais ça ne suffit pas. Le monde dans les tombeaux, parce que c'est pas sans de problème aussi, dans certains tombeaux sont fermés, on y va il faut des billets spéciaux, etc. Et je veux dire, on faisait la queue tout simplement. Pour Toutankhamon, c'est un petit tombeau. On a trouvé énormément de choses chez Toutankhamon. Il a régné que 8 à 9 ans. On voit déjà tout ce qu'on a trouvé. On imagine dans les autres tombeaux ce qu'il devait y avoir. Mais ils ont été pillés malheureusement. Mais dans Toutankhamon, on pouvait rentrer qu'un groupe après groupe. Ça a toujours été la grande mode, le pillage. Alors ça a été, c'est pas une question de mode, ça a duré tout le temps. Ça a duré très rapidement. C'est-à-dire qu'une fois même que le tombeau était fait, il suffisait d'une période un peu de doute ou d'une crise. Il y a eu des crises chez les Égyptiens, ça s'est pas toujours passé extraordinaire. Il y a eu des périodes de crise. Et à ce moment-là, pour qu'il y ait des pillages, pour récupérer l'or, les bijoux, etc. Oui, parce que quand on entend parler de ça, on pourrait penser que c'est pas si vieux que ça. Et en fait, ça a démarré de suite. Rapidement, suivant les époques. Ouais. Il y a eu des chefs de chantier ou des ouvriers qui ont été soudoyés après par un autre pharaon ou autre. Et il y a eu des pillages qui ont eu lieu Je suis en train de m'imaginer les gens qui se faisaient pincer, excusez-moi l'expression. Oui, alors là ça devait être terrible. Et évidemment, c'était la mort assurée, parce qu'en plus, ils avaient touché au sacré. Vu que Dieu est, le pharaon est le Dieu sur terre. Oui. Donc tout ça, bien évidemment, ça engendrait des représailles qui étaient extrêmement fortes. Oui, sûrement. Bon, on va faire une petite pause parce que moi, je suis prêt à vous écouter tard dans la nuit. Mais bon, c'est passionnant ce que vous êtes en train de nous dire. Je suis en train de réfléchir à des choses, vous voyez. Parce que moi, je fonctionne un peu comme ça. Je fais un pas, mais je pense déjà à l'autre. Mais on va peut-être en parler après. Allez, une petite pause musicale et on se retrouve avec Olivier Mailleux qui est venu nous parler ce soir d'Égypte. Partout en France, CLC Média. On ne sait pas s'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Mais si, sûrement, Olivier Mailleux. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Je l'ai annoncé l'autre jour. Nous sommes écoutés dans 121 pays. Ça, c'est officiel. Ce que ça, c'est, donc, si ça se soit en Égypte, j'espère en Égypte, justement, j'ai demandé à plusieurs amis égyptiens d'écouter. Peut-être, mais voilà. Et en France, on est écoutés à différents endroits. Bon, c'est vrai que des fois, ce sont des gens qui nous connaissent, mais on est écoutés à différents endroits de la France. On est à Coutras, bien sûr, on est la radio de Coutras, mais la radio ne s'arrête pas comme ça, grâce à Internet, du reste, c'est l'avantage de la bande FM. La bande FM, il y a un petit rayon d'action, mais la web radio, vous prenez votre voiture, vous mettez sur CLC Média, vous pouvez traverser la France en écoutant la radio, si vous avez une connexion Internet. Vous êtes venu ce soir nous parler d'Égypte, vous êtes un passionné d'Égypte, vous êtes passionnant à écouter. Merci. Non, mais c'est la réalité. Quand, vous savez, je crois bien que quand on vit quelle que soit les passions, voilà, on a toujours d'abord envie de la faire partager aux autres. Exactement. Et souvent, quand on est passionné comme ça, on transmet d'une façon intéressante. Voilà, ça se passe dans différents métiers. Du reste, tous les métiers, je pense. Je le conçois comme ça. Donc, je rappelle que vous avez écrit 3 livres. Le premier, c'était La vie suspendue. Le deuxième, c'était celui-ci, Mesdames et Messieurs, bienvenue en Égypte. Et le troisième, c'est Chocolatine, qui est, vous en parlez un petit peu de temps en temps sur les réseaux sociaux. On le trouve facilement Amazon. Bien sûr, Amazon, un peu partout, ils se vont partout. Qu'est-ce qui pourrait les différencier là, c'est 3 livres différents. Alors, le numéro 1, La vie suspendue, c'est très personnel, c'est quand on prend le choc d'un accident dans la personne proche,
qui est mon conjoint, que cette personne passe d'un grand sportif qui devient tout d'un coup dans le coma, qu'il est dans le coma malheureusement, et que voilà, donc on se bat pas, là, il a fallu que je me batte, j'ai pas cru, c'est pas possible, en plein Paris cet accident. Il n'a pas vu celui qui conduisait la voiture, il a pris dans un couloir de bus, enfin bref, il y a un très long combat, il y a un combat mais énorme, coma pardon, et un combat qui s'enchaîne derrière. En plus, les problèmes qui enchaîneront avec la famille, enfin j'en passe. Pendant 10 ans, c'est quelque chose, c'est un véritable calvaire, mais j'ai réussi justement, peut-être grâce à ce que j'ai vécu en Égypte aussi, je pense que c'était important, c'était leur face au groupe, face à 40 personnes par moment, ou 100 personnes, des moments où je guidais des séminaires, hein. Donc avec beaucoup de gens en face, peut-être, voilà, parce qu'il fallait la psychologie, il fallait du calme, il fallait pouvoir gérer cette situation. Et là, je prenais des notes, par contre. Pour la vie suspendue, je prenais sans arrêt des notes pour communiquer avec des médecins, avec des neurologues surtout, hein, vu qu'il s'agissait du crâne. C'est donc au niveau de sa tête qu'il a pris la voiture. Et il y aura 9 opérations qui vont s'enchaîner. Enfin, il sort du coma. Et là, j'ai affaire à une nouvelle personne. Complètement imprévisible. Donc, je raconte tout ça dans ce livre. Ensuite, pour l'Égypte, c'était donc moins de notes, mais tellement de souvenirs et tellement de vécu sur place, et comme vous le dites, un grand amour pour l'Égypte, qui est pour moi presque une seconde patrie d'ailleurs, hein, surtout lorsqu'on maîtrise la langue, on le sent, ouais. Lorsqu'on a sur place énormément d'amis égyptiens et qu'on les voit, on a suivi leur vie, on le suit dans le livre, leur histoire aussi, c'est passionnant. Donc non, je veux dire ça il fallait que j'écrive un livre, et là j'ai mis 5 ans au moins pour le faire. Et Chocolatine ? Et Chocolatine, c'était le retour de Coutras pour la retraite. Vu que j'étais dans le voyage, j'ai pris ma retraite donc à 60 ans. Et là, je me suis dit, ce retour à Coutras ça m'a ébloui quelque part, parce que ça a surtout éveillé énormément de souvenirs d'enfance, de mon enfance très heureuse à Coutras. Donc, en parcourant ces chemins, en allant dans la Double, en revoyant les Églisottes, Chaleur, en revoyant Coutras, en revoyant toute la région, en faisant du vélo, je refais du vélo également aussi, pas assez à mon goût, mais enfin j'en fais. Et là, je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose et rendre hommage à mon grand-père et à mes parents. Parce que c'est grâce à mon grand-père et grâce à mes parents que je suis devenu ce que je suis devenu et que j'ai pu voyager dans ce monde entier. Parce que mon grand-père était déjà un grand voyageur. Mais c'était un routier, lui. Hein. Donc c'est un grand voyageur en France. Il m'a encouragé, il m'a ouvert sur la nature. Je suis passionné de nature, d'environnement, de géo, de politique, de tout ça, parce que lui-même, c'était un humanisme avant l'heure, avant qu'on en parle. D'accord. Il m'a donné énormément, donc je lui devais en grande partie ce livre qui est Chocolatine. Alors, ces Égyptiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'eux, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne connaissent pas ce pays, l'Égypte, mais l'Égyptien par lui-même, ou l'Égyptienne du reste, hein, qu'est-ce qu'on peut dire de ces gens-là ? Aujourd'hui, l'Égypte est quand même le cœur même, c'est quand même la base du monde arabe. Je voudrais insister là-dessus. C'est-à-dire au niveau musique, on se rappelle de Moukalsoum, Abdelrahim Hafez par exemple, des grands du cinéma, il y a des liens. Et il y a des liens avec les Égyptiens, qu'ils soient coptes, c'est-à-dire chrétiens, ou musulmans, avec l'ancienne Égypte. Jusqu'à aujourd'hui, leurs coutumes et leurs traditions sont très différentes du Maghreb et du monde moyen-oriental, de l'Arabie saoudite, de l'Arabie. Hein. C'est pour ça que l'Égypte était proche de la France, c'est peut-être un bien grand mot, mais c'est vrai qu'ici, quand on parle en France de l'Égypte, alors c'est plus je ne dis pas qu'on est en admiration devant l'Égypte, mais c'est un pays ami, un pays frère. Hein. Lionel, c'est lié à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant Napoléon Bonaparte et son expédition. Alors on peut l'avoir d'un œil effectivement militaire, mais il faut l'avoir aussi d'un œil scientifique. Et il a eu l'idée de génie, enfin je ne sais pas si c'est tant génie que ça, mais enfin, en tous les cas, pour essayer peut-être de davantage s'intégrer, mais aussi envahir l'Égypte évidemment, et sa conquête d'emmener énormément de scientifiques, dont je parle de Champollion, d'officiers super et tout ça qui s'intéressaient. Et c'est là qu'on va découvrir que le monde entier, même mieux que les Anglais, parce que les Anglais ont été sur place très longtemps, on va pouvoir découvrir cette civilisation parce que les Français sont passionnés d'histoire et de civilisation. Et c'est grâce à cette époque-là que l'Égypte va venir de plus en plus en France et dans la littérature et dans la vie de voyage et de mystère. C'est pour ça qu'on nous a offert cette pyramide, cet obélisque à Paris.
L'obélisque, Alors, qui est sur la place de la Concorde. Mais les jeunes parlent de l'Égypte. Moi, j'entends beaucoup parler des jeunes, même certains disent « je veux être égyptologue ». Alors, qu'est-ce qui fait que ça attire les jeunes? C'est encore, je pense, les jeunes, vous savez, adorent la bande dessinée. Moi aussi, j'ai adoré Tintin et tout ça. Mais l'ancienne Égypte, tout ce qu'on a vu ici, permet de se rapprocher de tous ces mystères et tout ça. Et c'est des bandes dessinées qui sont dans les tombeaux et qui sont dans les temples. Et ça passionne des jeunes. Je le voyais bien quand j'ai guidé, que j'avais des ados, que j'avais des jeunes, même des touristes. Je parle de 25-30 ans. Hein. Tous passionnés, pas par ça, par ces coutumes, par leur danse, et puis tout ce qu'ils décrivent, parce que c'est un grand livre d'histoire qui se déroule devant nous, pour chaque histoire, pour chaque pharaon, pour chaque noble, pour chaque personnage en Égypte, qui se déroule sous nos yeux et qui nous fait partager son monde de l'au-delà. Parce que les Égyptiens, n'oubliez pas, disaient, on est 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, peu importe, parce qu'il y a les Égyptiens qui devenaient les anciens Égyptiens très âgés. Hein. Certains pharaons ont terminé à 90 ans, pour ainsi dire. Hein. D'accord. Et ils disaient, on passe sur la Terre en un passage, mais on prépare l'éternité des millions d'années. Les arbres des millions d'années, et la porte des morts, et tout ça dans l'au-delà, pour les millions d'années. Donc ça, c'est passionnant. C'est un lien de vie, mais un passage de la mort, on prépare donc pendant sa vie, et voilà. Et je vous ai dit, les dieux, ils n'avaient pas à les imaginer. Nous, il faut quand même qu'on imagine un petit peu en fonction de ce qu'on voit dans nos... beaucoup plus. Alors que là, ils étaient partout, ces dieux. Dans tous les temples, dans la vie courante, partout. Et à l'école, on leur apprenait, c'était à mon avis... les dieux faisaient partie de la vie courante. Exactement. Ah, c'est un ensemble, voilà. C'est comme ça, oui. Mais alors, je voudrais quand même revenir. Demain, je m'en vais en Égypte. Qu'est-ce que je peux attendre des Égyptiens? Quelles sont leurs mentalités Alors, je dirais leur accueil, comment sont ces gens-là? Pour les définir, c'est une grande générosité. Voilà, un accueil d'une grande générosité. Alors, mis à part ceux qui sont sur les sites, qui sont peut-être un petit peu plus, disons, etc. Mais c'est ce que l'a remarqué d'ailleurs le dernier groupe avec qui je suis parti, mes amis, là, c'est qu'on est très très bien accueillis, un grand respect vis-à-vis du tourisme, et une grande candeur, une grande fierté d'être égyptiens. Et ils font la différence avec le reste de leurs frères arabes et des autres pays arabes. Ils le font nettement, que ce soit au niveau de leur musique, au niveau du cinéma, ce que j'ai parlé tout à l'heure, de leur culture, de leur écriture, et de ces liens avec l'ancienne Égypte. Par exemple, dans les traditions de certaines fêtes, on retrouve pour la barque sacrée, par exemple à Luxor, à Luxor, qui est une ville très importante, l'ex-Thèbes, en fait, pour la Haute-Égypte, il y a encore des traditions et des coutumes aujourd'hui dans la rue. Je parle de la fête de Charménissim, par exemple, qui est une fête du printemps. Ça avait lieu aussi dans l'ancienne Égypte. Et donc, ça a survécu. Et voilà, ça a traversé le temps. Ah oui. Ça a traversé le temps. Et là, je pense que c'est un plus notoire avec cette civilisation qui fait la différence avec le peuple égyptien d'aujourd'hui. Et un sourire. Vous allez revenir, Lionel, vous allez sourire tout le temps quand vous rentrez. Là, franchement, vous me donnez l'envie d'aller en Égypte. On sourit partout là-bas. Parce que si vous ne souriez pas en arabe, on va vous demander, on va vous dire, mais t'es triste. Qu'est-ce que t'as? T'es malade, t'es triste? Qu'est-ce qui arrive? Ah oui, à ce point-là. Ah oui. On va vous le dire. Sourire, c'est déjà l'approche. Et d'ailleurs, dans la façon de dire bonjour. En arabe égyptien, il y a 10-15 façons différentes de dire bonjour. C'est-à-dire? Par exemple, c'est Sabah al-Khir, la base, mais on peut dire Sabah al-Nour, avec la lumière, Sabah al-Warda, avec la rose, bonjour avec la rose, bonjour avec la rose, bonjour avec le sucre, bonjour avec le miel, et j'en passe des trentaines comme ça de bonjour, suivant l'intensité, avec la personne en face de vous, si vous l'aimez ou pas. Bon, il ne faudra pas dire avec des roses à n'importe qui, mais du miel avec n'importe qui. Est-ce qu'il y a une façon, quand on n'aime pas quelqu'un, alors de dire bonjour? On sourit quand même et on passe son chemin, mais on sourit. Ah oui. On dit bonjour aussi, on peut dire bonjour. On dit bonjour. Alors, je crois bien que vous vouliez nous parler des pyramides. Les pyramides. Parce que vous avez
Un Vu que ça joli zoome bien. croquis. Voilà. Voilà, Alors, notre ce que ami je Gérard, voulais dire, comment sont nées les pyramides, il y a Mm. énormément de, je pense, de personnes qui nous écoutent, qui J'espère. doivent se dire, mais alors comment ils ont construit leurs pyramides? On a parlé tout à l'heure du transport des pierres, etc. Bah, c'est pas venu comme ça. Cette perfection qui est en haut, c'est-à-dire la pyramide aboutie qu'on connaît, c'est-à-dire Képhren, Khéops surtout, hein, la plus grande, de 138 mètres de hauteur, quand même, hein, c'est énorme. Les bases sont à ahurissant. 220 mètres. Hein. Et tout est orienté dans l'axe exact des points cardinaux, comme par hasard. Bref, on a commencé par des mastabas. Les mastabas qui sont en bas, c'est donc des sépultures. Ils ont commencé par faire une mastaba. Les siècles passent, on en fait Les une siècles deuxième. passent. Des dizaines d'années, des siècles, oui, je dirais des siècles. Et oui, parce que ça met du temps. Ça met du temps. Là, on va être à moins 3000, moins 5000 même, certainement, avant Jésus-Christ. Hein. Et puis ça monte, on commence à faire des couches, on a l'idée de faire des couches les unes sur les autres. Par exemple, voilà, pour arriver, pardon Olivier, pour au arriver niveau à la 5, 5e couche, c'est voilà, il s'est passé, temps. vous avez les dates à côté, hein, on est parti vers 3000, et j'ai dit des siècles, c'est ça, on est arrivé vers 2007, 2005, même on avait dit 2006, avant de pouvoir donner l'idée de réunir ces côtés et de faire les pyramides rhomboïdales, c'est-à-dire légèrement rondes sur les côtés. D'accord. Et petit à petit, encore des siècles, on remonte et on arrive à Khéops avec une pyramide parfaite, un revêtement, je pense qu'il devait le faire ici aussi, mais un revêtement par en dessus qui permet, étant poli du calcaire, mais sérieusement poli, orienté avec le soleil, de faire rebondir les rayons du soleil. Et que c'est une sorte de point levé, en fait, comme pour les musulmans un minaret, comme pour les chrétiens une église, un clocher. C'est la même chose, c'est de voir de loin où se trouve l'emplacement du pharaon, donc du Dieu sur terre. Et les temples d'adoration qui sont à côté, évidemment. Est-ce que dans les premières constructions, celles que vous avez en bas, les Égyptiens qui ont construit celle-ci, par exemple, savaient comment elle allait être... Ah mais non. C'était impossible. Ah mais non, ils ont commencé par ça, c'est une évolution. Et après, l'architecture, ça a évolué avec les architectes pour les faire, c'est en différents temps. Hein. Mais à cette époque-là, c'est-à-dire nous sommes maintenant à moins 2500, moins 2400 avant Jésus, là, les pyramides sont réunies et vont être comme ça, il y en aura une centaine. Il n'y a pas que les 3 pyramides qui restent parce que beaucoup ont été détruits, pillés pour construire des palais, pour construire des églises ou pour construire des mosquées. Hein. C'est-à-dire que la pyramide de Khéops, il lui manque 10 mètres maintenant, il manque 10 mètres en haut, au pyramidion, et tout ça, c'était pris pour construire, par exemple, la citadelle de la façon dont vous l'expliquez, et des palais. Ces constructions, suivent leur cours. Mais est-ce qu'il y a eu, dans le temps, un démarrage de construction, et puis, hop, on a tout changé, on a différencié cette construction. Dernière fiche, on va y arriver. La transition, c'est de dire, oui, il y a eu des temples dans des pyramides. Je pense qu'il y a eu une continuité. Il y a une continuité plutôt, parce qu'on ne pouvait plus toucher. C'est quand même des domaines des pharaons, c'est pas n'importe qui se faisait des pyramides comme ça, c'est pas possible, c'est pas le peuple. Hein. Il s'agissait de pharaons ou de quelques... et de sa famille, parce qu'il y avait des pyramidions qui étaient tout autour, des petites pyramides, certaines ne faisaient qu'une dizaine de mètres, de hauteur, voilà, pour mettre toutes les familles ou leurs femmes, et ils étaient près également de cette grande pyramide, mais ça, il s'agissait des pharaons. On a pour l'instant 140, 150 à peu près pharaons identifiés. Il en reste peut-être tout autant, mais enfin tout au moins 50% certainement encore, qui ne sont pas identifiés jusqu'à aujourd'hui. Il y a des périodes où on ne sait pas qui a gouverné. Plus ça va, plus on arrive à mettre, mais il y a des périodes beaucoup plus troubles où on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas eu, donc certainement qu'il y a plusieurs centaines de pharaons, ça c'est sûr, et pharaons, n'oublions pas aussi la place de la femme, nous avons quand même une douzaine de pharaons dans la civilisation égyptienne, ce qui ne va pas se renouveler forcément chez les Grecs et les Romains beaucoup plus tard au niveau de la femme. La présence de la femme en Égypte, je veux le dire très vite entre parenthèses, est égale, pour ainsi dire, à l'homme, pour ainsi dire. Hein. En tous les cas, elle est de la même hauteur dans les représentations qui sont dans les temples et dans les tombeaux. Elle est toujours à la hauteur de l'homme, à côté de lui. Ça a mal évolué pour elle alors. Eh bien oui. Oui, justement, c'est ce qui étonne énormément les visiteurs sur place, c'est-à-dire qu'elle est, l'égale des dieux, l'égale des hommes. Et je vous dis, il y a eu donc une douzaine de pharaons en Égypte, et certaines avec poigne, qui ont très bien dirigé le pays. Hein.
Alors pour revenir Oui. à l'influence, on a construit des temples rudimentaires à l'Ancien Empire. Donc on repart ici sur plus l'Ancien Empire, hein, des époques donc, qui sont les premières dynasties jusqu'à la 12e, 13e. Ensuite est arrivé le Nouvel Empire. Les temples vont se structurer davantage, je parle surtout pour les temples. Et là, on va détruire et on va reconstruire des temples dessus qui seront beaucoup plus dans un schéma logique de progression. Le temple, c'est un endroit, donc cour extérieure, toujours une première cour, voire deux cours intérieures dans certains cas. Ensuite, on avance, on a les salles hypostyles, une ou deux salles hypostyles. Ce sont ces fameuses salles avec les colonnes que vous connaissez et qui sont recouvertes d'un grand plafond. Hein, je vous donne l'exemple. Elles servaient à quoi ces salles? Ces salles hypostyles, c'était la présence du Dieu. Là, on change. Ensuite, on ne mélange pas. Le peuple est à l'extérieur. Les nobles et les invités notoires sont ici. D'accord. Et devant, Pharaon peut rentrer dans la salle hypostyle, voilà, avec les grands prêtres. Les grands prêtres, par moment, qui sont jusqu'à une centaine, 100, 150, ça dépend. Le temple de Karnak, il y en avait même certainement 200 ou 300. Et là, dans le lieu des saints et des saints, avec les différentes chapelles tout autour, qui sont en fait différentes chapelles pour mettre les dieux, et qui sont réservées par exemple à Horus, Isis, etc., ou le dieu local. Hein. Par exemple, pour ce temple ici, on a Osiris ou Isis, ou le dieu Aton, peu importe. Et donc, lui, avec la statuette sacrée, elle a le droit d'aller dans ce qu'on appelle le naos, qui est donc marqué ici en jaune, vous le voyez, hein, l'emplacement, c'est le centre même du dieu. Une sorte de sacristie, comme maintenant dans des églises, parce que finalement, la photocopie a lieu. Elle aura lieu au niveau de l'histoire, dans les églises et tout ça. On va prendre un peu ces schémas par-dessus, ils vont faire que des photocopies après. Hein. C'est pareil dans une mosquée, etc. Mais ça, bon, il y en a beaucoup qui ne veulent pas le reconnaître, je suis désolé. On reste sur la base de ça, et effectivement, on a le prêtre qui va dans le lieu des saints et des saints, le naos que j'ai dit tout à l'heure, et qui lui peut communier avec le Dieu, et elle est toujours dans une très très grande boîte, apportée par des barques sacrées, on les voit, à dos de prêtres, sur leur dos, sur leurs épaules. Les prêtres devaient être rasés, ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur avec des poils. Tous les poils du corps devaient être enlevés, y compris les cils, les sourcils et tout. Hein, vraiment pour une question de pureté, pour pas avoir de poussière. C'est pour ça que cet endroit est fermé, protégé et à l'abri des regards. On pouvait simplement, lorsque les portes s'ouvraient par le centre, vous voyez, les différentes portes, apercevoir le lieu des saints et des saints tout à fait au fond du temple. Donc, ça a évolué pour arriver là. Et après, on va rester un peu stable. Et les Ptolémées, jusqu'à l'époque grecque, etc., vont peut-être changer un petit peu, mais on gardera toujours ces temples-là, vu qu'on les retrouve, je veux dire, le schéma du temple, jusqu'à la fin de la civilisation égyptienne. C'était une vie très religieuse. C'est une vie qui est axée sur les dieux, vu que c'est l'éternité, on la prépare, Lionel, en étant tous les jours au service des dieux, du dieu. Mais vous pouviez avoir votre dieu préféré. Vous pouviez très bien avoir le dieu lunaire, le dieu Thoth, l'écriture, par exemple, ça aurait été peut-être pour moi, peut-être que c'est celui que j'aurais adoré. D'autres pouvaient avoir Isis ou Osiris. On vivait dans ses croyances, avec ses croyances. Dans ses croyances, avec cette croyance, pour cette croyance. Voilà. Parce qu'on attend cette vie des millions d'années qu'on va avoir à notre mort. D'où on emmène dans les tombeaux tout ce qu'on aime pendant notre vie, dans le funéraire, avec le cheminement funéraire, on le voit dans tous les tableaux, vous le regarderez sur les graphiques, et donc on les emmène dans l'au-delà avec nous dans le tombeau, tout ce qu'on aime, nos meubles, nos bijoux, tout ça va nous suivre dans la mort et dans l'au-delà, et on les retrouvera après. Voilà, ça fait pour aussi l'éternité. Ça fait aussi notre bonheur pour apprendre cette civilisation. Exactement. Et grâce à ces découvertes aujourd'hui, moi, je suis un peu... Je ne vais pas en Égypte, mais je suis quelques émissions Bien comme sûr, ça. Oui. Bon, y a parfois des choses qui sont quand même assez surprenantes. Et aujourd'hui, dans ces découvertes, on va de surprise en surprise encore. On n'a pas fini, C'est certain, il n'y a rien de figé, ça avance toujours. Ce qui était une certitude il y a 30 ans par des égyptologues, quand on relit certains livres, ne l'est plus du tout aujourd'hui.
Parce que c'est faux, il y a encore d'autres théories. On nous a bien dit que pour construire les pyramides, ils avaient fait des caissons, ils avaient fait des transports sur des jarres de rats, etc. Non, c'est les pans. On est maintenant dans les pans inclinés sur des centaines de mètres. Il y avait la place tout autour parce que le désert était beaucoup plus grand, beaucoup plus avancé que ne l'est au niveau du Caire maintenant. Donc c'était tout à fait possible. Et si ça se trouve, dans 10 ans, on aura encore d'autres théories. Et puis de toute façon, dans cette pyramide, on attend également de grandes surprises dans certaines pyramides. On sait qu'en haut, quelque part par là, il y a... Je ne bouge pas le doigt, hein, comme ça vous pouvez zoomer. Voilà. Ici, par là, vous voyez, il y a une place où il y a un immense creux là. Là. On l'a découvert par des radars, des caméras, mais des radars d'abord, électroniques, etc. Et des caméras, ils ont pu aller, ils n'ont pas été jusqu'à ce creux, mais ils ont vu qu'il y avait des couloirs. Ah, seulement le gouvernement égyptien, ce sont des Japonais qui ont fait ça, ça n'a pas trop plu. Les égyptologues égyptiens veulent la main, reprendre la main. Ils aimeraient bien que s'approprier le gros cadeau, parce qu'on imagine, il y a des temps, il nous manque à l'intérieur, il nous manque des salles, beaucoup de salles. Il nous manque où mènent ces couloirs. Il y a encore plein de mystères. Alors là, vous avez touché un point qui est peut-être sensible entre égyptologues, égyptiens et étrangers. Est-ce que de temps en temps, il n'y a pas un petit peu de friction entre eux ? Il y a des frictions, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a une reprise en main par l'Égypte depuis maintenant, je veux dire, une vingtaine d'années. Hein, et que rien n'est simple. Il y a beaucoup de Français encore qui sont sur place. Mais nous avons également, nous sommes plus encadrés maintenant, ils sont plus encadrés. Il y a beaucoup d'autorisations à demander, il y a beaucoup de choses. Mais il ne faut pas oublier aussi que nous avons commis pas mal d'erreurs. Il faut quand même remettre les choses en place. On a quand même pas mal fait disparaître, pas forcément tous les égyptologues, attention, hein, mais il y a eu quand même pas mal de trafic. Et les antiquités, y compris à Paris, je me rappelle à Paris dans les années 70, il y avait des choses quand même qui venaient avec les touristes. J'ai même des touristes qui ont emmené des choses. Ça pouvait arriver à l'époque. Moi, on m'a proposé, très honnêtement, plusieurs fois, de véritables antiquités que j'aurais pu ramener ici. Enfin, des petites choses, hein, j'allais pas. Ce que j'ai refusé formellement, parce que c'est du pillage, c'est clair. Mais on fermait les yeux, jusqu'à la fin des années 80, début 90. Hein. Vous passiez les douanes sans trop de problèmes. Hein. Et là, ça a complètement changé, bien évidemment. Mais tout ça, il y a une reprise en main. Alors maintenant, on est dans l'autre côté, l'extrême, c'est-à-dire qu'il y a une séparation à un moment à partir d'une grande découverte. Les Égyptiens veulent contrôler tout ça et suivent ça de très très près. Après tout, c'est chez eux. Voilà, ça semble normal. Un, c'est chez eux. Deux, il y a aussi le fait que voilà, ils ont un très très beau musée, j'espère, qui vont ouvrir enfin, parce que j'ai pas pu le voir cette année. Normalement, là, ils devraient en 2022 ouvrir ce grand musée du Caire, qui va être extraordinaire, encore plus grand que le Louvre, hein, et qui sera au pied des pyramides, à côté des pyramides, hein, à 1 kilomètre à peine. Et là-dedans, va y avoir des pièces extraordinaires, des choses qu'on n'a jamais vues encore, parce que dans l'ancien musée égyptien... Il garde encore des secrets, donc. Et oui, il reste encore 500 000 pièces qui n'ont pas été exposées. 1 demi-million de pièces. C'est-à-dire c'est énorme. Partout dans les caves, c'est une folie. Il y en a à peu près 150 000, 200 000 qui étaient exposés dans le musée, l'ancien musée du Caire. Secrètement. Qui sont identifiés, mais le grand public ne les a pas vus encore. D'accord. Donc il y a encore beaucoup de choses très intéressantes à découvrir. Et ça sera en partie dans ce grand musée, pas tout, mais c'est pas possible. On découvre tout le temps, tous les jours. Le paysan en Égypte, qui s'appelle le Fellah, en creusant son sol faisant de l'agriculture, hein, en ramassant son blé ou découvre pour ainsi dire tous les jours, il y a des pièces, on retrouve plus ou moins importantes, mais c'est normal, ça a duré 30 siècles dans cette vallée, qui n'est pas si immense que ça. Donc partout, il y a des restes de cette civilisation. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure du Sahara, en fait, et vous m'avez dit aussi que vous aviez été passionné par, on s'en va pas trop de l'Égypte, mais passionné par le Paris-Dakar. Vous avez connu Thierry Sabine, Balavoine aussi. Voilà, ce sera le sujet du prochain livre, hein. D'ailleurs, un des sujets, parce qu'il y aura pas mal de sujets. Vous êtes un peu loin quand même de l'Égypte ou pas? Non, là j'étais, ça s'est trouvé parce que j'étais avec Africa Tour, je travaillais avec Africa Tour en Égypte parce que j'aimais bien leur groupe qui était très intéressé au niveau histoire et tout ça. J'ai connu pas mal de gens qui étaient les directeurs à ce moment-là d'Africa Tour et donc j'ai pu partir, c'était au mois de janvier la première fois pour le Dakar, j'étais pour le 3e Dakar, pas les 2 premiers. Mais à partir du 3e Dakar, dont c'est 83-84, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on me dit, écoute, tu vas accompagner, ce sont des stars, il faut les accompagner. Ils veulent participer à certains points du Paris-Dakar. Donc, je suis parti du Caire, j'ai atterri à Tombouctou.
Et puis là, je suis parti j'ai accueilli des Français et je suis parti comme je parlais arabe. Là, c'était quelques années après. Hein. Je parlais pas mal arabe, donc j'ai pu pouvoir participer à cette organisation et suivre le Paris-Dakar très rapidement en voiture, mais sur des routes directes, pas comme eux. Le temps qu'ils fassent des tours, des fois en avion pour aller plus vite parce qu'ils vont très vite. Hein. Ça va très très vite, que ce soit les motos, les camions, on va pas rentrer dans le détail là, mais enfin voilà. Donc j'ai participé et puis de toute façon en Égypte avec les oasis que j'avais découverts. Je parle de Siwa surtout dans mon livre. C'était un oasis tellement merveilleux qu'on a envie après de découvrir encore le désert et un oasis en plus qui a participé à l'histoire, hein, Siwa, hein, c'est pareil. Hein. Donc jusqu'à Alexandre le Grand, c'est pas voilà. Donc un souvenir malheureusement pour Thierry Sabine et Balawand. Oui. Tout le monde sait comment encore ils ont disparu. Un départ, pour l'hélicoptère qui malheureusement, c'est un mauvais temps. On a dit qu'ils avaient fait des foufous. Non, en fait, le pilote a estimé qu'il pouvait partir, prenait du risque, mais voilà, tempête de sable et puis voilà, ils ont été, ça arrive très fréquemment parce que les tempêtes de sable sont très violentes. Moi, je peux vous dire, j'en ai vu en Égypte. On ne voit plus à 10 mètres par moment. Hein. Des fois, ça tombe sur le Caire. On dit qu'il tombait jusqu'à 15 ou 20 tonnes de poussière par jour quand il y a une tempête de sable sur la ville. Hein. Et justement, alors, la vie doit être parfois difficile. Entre la chaleur, vous nous parlez d'un certain mauvais temps. Oui, bien sûr. Enfin, sur le Caire, si vous voulez, c'est l'extrême, parce que je dis au Caire, il y a cette pollution, il y a donc ce sable qu'on vient de dire à l'instant, des températures en été qui peuvent monter à 40, 42, 45 hein, quand même, que je dirais 40, je l'ai déjà vu souvent. Là, je parle de juillet et de août. Voire septembre, début juin, ça peut arriver, ou mi-juin. Ensuite, en hiver, des fois, il pleut souvent même, et il arrive à neiger, il a neigé il n'y a pas longtemps. C'est rare, mais il a neigé à Alexandrie. On s'imagine mal. Il a neigé à Alexandrie cette année. Bon, il y a un changement climatique, hein, ça marque un peu plus, mais ça existait déjà à mon époque. Et moi, je me rappelle avec l'appartement que j'avais du Caire, j'avais le chauffage à partir de début décembre jusqu'à fin février. Hein, j'avais le chauffage dans l'appartement obligé parce qu'il y avait des journées qui étaient vraiment très fraîches. C'est-à-dire, je dirais 8-10 degrés. Ah oui, d'accord. Hein, pas plus, hein, voilà. Donc des journées très fraîches et des nuits très très fraîches, froides aussi. Hein. Alors, voilà. L'Égypte, la principale activité économique, c'est le tourisme. Alors, c'est le tourisme, oui, non, en tête vient juste côte à côte, parce que le tourisme a baissé, là, Lionel. Hein, oui. On est tombé à 1 ou 2 millions de touristes à cause du Covid, c'est sûr. Non, par contre, vous avez le coton, vous avez le pétrole également. Il y a du pétrole en Égypte, gaz. Il y a surtout en numéro 1, je crois, c'est même le numéro 1, si je ne me trompe pas, je n'ai pas tous les chiffres. Faudra peut-être me démentir là-dessus, mais c'est le canal de Suez. Le canal de Suez, alors là, c'est une fortune énorme. Surtout qu'ils l'ont doublé. Et ce canal de Suez permet d'éviter de faire tout le tour de l'Afrique, évidemment. Donc, vous imaginez le nombre de bateaux par jour. Et ce qu'ils payent, hein, je ne sais plus, mais chaque passage, c'est centaines de milliers de dollars. Hein. Donc, c'est une fortune énorme qui est rapportée par ça. Ensuite, il y a également tous les travailleurs égyptiens qui sont dans les pays étrangers. Donc, beaucoup dans les pays arabes, mais aussi en Europe, aux États-Unis, dans beaucoup de coptes et beaucoup de chrétiens, mais également aussi bien sûr des musulmans, et qui sont nombreux et qui apportent les devises au pays, et ça, c'est un apport de devises énorme, à peu près 10 millions. Hein. N'oubliez pas que les Égyptiens sont aujourd'hui 103 millions d'habitants. Il y a 1 500 000 habitants de plus par an. Oui, 1 500 000. Donc c'est le pays arabe le plus peuplé actuellement. On va en terminer dans quelques minutes, mais qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui s'en va demain en Égypte pour la première fois, bien évidemment, un couple. On va prendre un couple. Bien sûr. Ils ne sont jamais allés en Égypte. Et je crois que choisir son voyage, c'est d'abord ne pas oublier certains sites. S'il y a des choses qui marquent. Là, sur ce groupe-là, j'en avais une personne, j'étais un peu surpris, qui Abou Simbel, bof, oui, je ne savais pas. Puis finalement, ils y sont allés, j'ai un petit peu poussé, hein, et ils ont beaucoup, beaucoup aimé. Donc, le Caire, à voir, bien sûr. Alexandrie est un peu secondaire, je dirais que c'est un autre voyage, à part si on arrive en bateau. Quand on est dans la Méditerranée, on arrive à Alexandrie, évidemment, on est là, bon, ok, on voit Alexandrie. Mais Alexandrie n'a pas... Il manque un petit peu de charme. J'aime beaucoup Alexandrie, mais il y a beaucoup moins d'intérêt au niveau archéologique que le Caire et la Haute-Égypte. Donc surtout le Caire, puis faire, alors ça c'est le Caire tout autour, Memphis, Saqqara, les visites classiques, le centre du Caire aussi, ne pas négliger, y compris le souk, parce qu'au niveau artistique c'est absolument extraordinaire, il y a des monuments extraordinaires. Ensuite on prend l'avion 700 km et on va à Luxor, surtout dans le sens Luxor-Assouan. J'explique, on passe du Caire de l'Ancien Empire, on va à Luxor, on est dans le Nouvel Empire, Karnak, toute la vallée, la nécropole thébaine,
c'est le summum de la civilisation. Et là, on peut faire une croisière ou un circuit en car de Luxor à Assouan, 280 km sur un bateau. Et à partir de là, comme je vous le disais tout à l'heure, on s'arrête à des escales et on visite de très nombreux temples que sont Esna, Edfu, Kumombo. Bien sûr, à Assouan, en arrivant à Assouan, Philae, ne pas manquer. Et prendre l'avion ou le car, parce que le car est très intéressant et c'est moins cher, et au moins vous avez un peu plus de temps, pensez-y à faire l'excursion à Abu Simbel, qui est tout près du Soudan, donc dans le sud de l'Égypte. Et là, on sera à 1200 km du Caire, au sud. Mais quand on arrive, les us et coutumes du pays, est-ce qu'il y a des gaffes à ne pas faire ou Je dirais que ça va de soi. Bon, si déjà on a fait le Maghreb, alors il faudrait vraiment pas avoir fait ni le Maroc, ni la Tunisie, ça peut arriver. Je dirais, c'est au niveau de la tenue, du comportement, bien évidemment. On pense à les shorts très courts pour les dames, ou même les messieurs, c'est à éviter. Voilà, les seins nus, tout ça sur les bateaux, c'est pareil, mais pourtant il y en a qui le font. Hein, c'est vrai, vous avez raison, des Allemands, j'en ai encore vu, ou des Américains, c'est c'est limite. Il faut faire attention à ça. Le temps de dire, on disait tout à l'heure bonjour, de discuter, ne pas discuter directement le prix d'un objet à un vendeur comme ça, sans le temps d'un peu de sympathiser, voilà. Plus on sympathise, plus le prix baissera. La technique est à retenir. Voilà. Et ça permet d'avoir une relation, de garder un souvenir, on prend des photos, voilà quoi, je veux dire, ça c'est important. Prendre le temps, ne pas s'énerver quand il y a un problème. Allez, il nous reste quelques minutes. Et quand on y va là-bas, la question alimentaire. Alors, côté alimentaire, il faut penser quand même que à prendre certains médicaments, c'est-à-dire qu'on a tendance, parce que ce sont très belles, leurs tomates, leurs jus de fruits, les fruits, mais il faut penser à prendre donc quelques médicaments concernant les dérangements intestinaux, qui sont donc Intetrix, je ne sais plus si c'est Ercefuril ou Intetrix, il y en a des deux qui n'existent plus, mais enfin bref, pour ça, voilà. Le reste, évidemment, maintenant, il y a les vaccinations et autres, mais enfin, la vaccination à la fièvre jaune, non, ce n'est pas le cas en Égypte. Qu'est-ce qu'il faut? Les lunettes solaires, évidemment, beaucoup. Le solaire, parce que alors, sur les bateaux, ça va très très vite. La luminosité en Égypte est très très belle, encore plus belle que le Caire. Donc, il faut penser que les coups de soleil sont extrêmement forts vis-à-vis de ça. Ensuite, sur place, vous achèterez des djellabas, des galabias, comme ils disent. Sur place, ça vaut 3 fois rien. Et puis voilà, je veux dire, même sur les bateaux, ça se porte, c'est très sympa. Et puis alors, surtout, appareil photo, ne rien manquer à ce niveau-là. Assez de pellicules, assez de... maintenant, c'est tout en... comment dirais-je, numérique. C'est plus simple. Mais à l'époque, c'était ça. Les gens marquaient effectivement de pellicules tellement qu'on fait des photos. Parce que là, dans ce groupe-là, moi, j'ai une amie que je salue au passage, je pense qu'elle nous écoute, Pierrette. Elle a dû faire plus de 1000 photos, 1500 photos. Et pourtant, elle a déjà fait plusieurs fois l'Égypte avec moi. Donc, elle est revenue et ça continue. On craque. Il y a tellement de scènes extraordinaires par le bateau avec un petit zoom. C'est magique. Vous savez pas, Olivier Mahieu, vous m'avez donné envie de partir, voyager de faire la valise. Vers l'Égypte. De faire la valise. Oui. Mais je pense que certains d'entre nous qui ceux qui ont écouté cette émission, au moins, auront sûrement cette même idée. Voilà. Je pense qu'il va falloir que vous reveniez. Parce que là, c'est pour moi une de mes premières émissions de l'année. C'est une belle émission, c'est une belle rencontre. Je vous remercie. C'est pour ça que je vous ai demandé de revenir ce soir, parce que vous êtes passionnant. Ce que vous dites, c'est passionnant. Et vous êtes passionnant. On pourra parler de l'Égypte également d'aujourd'hui, parce que c'est, ainsi que même du monde arabe, parce qu'après tout, ça m'intéresse beaucoup. Et effectivement, revoir un petit peu tous ces liens, le pourquoi, du comment, et voir un petit peu le pourquoi. Enfin, je veux dire, pourquoi ces démocraties ne passent pas, pourquoi il y a une révolution très récente, qui a été donc en 2011, oui. Et pourquoi ça n'a pas abouti, quoi. Expliquer tout ça. Il faut l'expliquer. D'accord. Merci, Olivier Mahieu. Et je rappelle une bonne année, si vous permettez, à tous les auditeurs, évidemment. C'est gentil, oui. Et de beaux voyages, même si ce n'est pas l'Égypte, mais en tous les cas, de voyager, parce que ça ouvre l'esprit. C'est vrai. Voilà. Je rappelle vos livres, La vie suspendue, le Bienvenue en Égypte et aussi Chocolatine. C'est dans tous les trois dans la collection Lecture du Sud, voilà. Donc, et c'est ceux qui sont sur Koutra donc peuvent le trouver dans le magasin. Ça tourne d'ailleurs, Chocolatine a vraiment un très très gros succès, de très très bons retours. J'annonce d'ailleurs là-dessus qu'il n'y aura pas de suite. Tout le monde me demande une suite pour Chocolatine, malheureusement il n'y en aura pas.
voilà, je veux passer à d'autres choses. Chaque livre, c'est vraiment différent. Et sinon, c'est sur Amazon. Et allez voir les avis aussi. Vous verrez les très nombreux avis sur tous mes livres. Voilà. Merci très bonne d'être soirée venu à tous. Jusqu'ici, Olivier Mailleux. Je remercie aussi Jean-Yves qui était à la technique et puis notre ami Gérard Pommier qui était à la vidéo. Cette émission, vous la retrouverez dans quelques jours sur YouTube, bien évidemment, comme toutes nos émissions depuis le début de CLC Média. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Je vous retrouve jeudi soir dans l'émission avec Doc Veto, une émission, vous verrez, sympathique. Bon, voilà, premier sujet, c'est sur la grippe aviaire, mais après, on parle de foie gras, et donc je pense que ça va en intéresser quelques-unes et quelques-uns. Bonne soirée sur CLC Média et à très vite.